La magnifique ville historique de Charleston, en Caroline du Sud, est l'incarnation même du charme du Sud. Surnommée la ville sainte en raison de ses nombreuses églises, elle accueille certaines des plus anciennes et des plus riches familles nobles des États-Unis. On raconte aussi que cette ville est le bastion des bonnes manières au pays. Mais le 18 février 1987, la paix de Charleston est violemment rompue. L'ex-mari de Carol Branson veut sa mort. I gotta get out of here. Sa fille Rhonda, traumatisée et troublée, s'inquiète pour son père. Mais elle est dévastée par ce qu'il a fait à sa mère. Carol Branson a reçu 6 projectiles. Je me suis agenouillée auprès d'elle pour voir si au moins ses yeux étaient ouverts. J'ai vu mon père partir en voiture, à fond de train. Carol vit dans la crainte de son ex-époux. Carol avait une ordonnance de protection contre cet homme. Elle avait peur de lui. Elle ne voulait plus qu'il s'approche d'elle ou de sa fille. Rhonda l'a vu agresser sa mère à plusieurs reprises. Malgré sa violence, il demeure tout de même son père. Je pense qu'il y avait un homme de grande valeur caché en lui. Mais un passé marqué par la violence et l'alcool a laissé des traces. Il est bien déterminé à ne pas se faire prendre vivant. Un enquêteur rapporte bientôt l'horrible nouvelle. Il a dit « Ton père est mort, il s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans la tête, il n'est plus là. J'étais une petite fille et c'était mon père. » L'agent l'avise également que sa mère pourrait ne pas s'en sortir. Et ta mère? On ignore si elle s'en sortira. Chacune de ces balles aurait dû la tuer. Il suffit de penser à l'artère fémorale. La perte de sang était importante. Pendant des jours, Carol flotte entre la vie et la mort. Finalement, les médecins parviennent à stabiliser son état. Une semaine après que son monde a basculé, Rhonda a enfin la chance de voir sa mère. J'étais étonnée de voir à quel point son corps était enflé. Je me suis dit, oh mon Dieu, elle ne pouvait pas parler, mais elle voyait et elle pouvait cligner des yeux. Le chemin de la guérison est long et pénible. Carol a perdu l'usage d'un œil. Elle doit travailler pendant des mois avec Rhonda et un physiothérapeute pour retrouver sa mobilité. J'ai pris la responsabilité. C'était ce qu'il fallait faire. Il fallait lui donner son bain, aller à pied au supermarché parce qu'elle ne pouvait pas conduire. 8 longues années plus tard, après s'être remise de la majorité de ses blessures, Carol apprend une nouvelle accablante. Le sang transfusé pour lui sauver la vie était contaminé. Carol a appris qu'elle souffrait d'hépatite C. C'était un autre revers dans sa vie. Encore une autre tragédie. Elle était très amère. Je me souviens qu'elle a dit à un parent, « Je ne peux pas fuir cet homme. Il me tue encore une fois. » Carol refuse de laisser la maladie dicter sa vie. Elle décide de retourner au travail et dégote un emploi au sein du service à la clientèle d'un câbleau-distributeur. Pendant l'été 2000, 13 ans après le jour horrible, le hasard transforme de nouveau sa vie. Elle m'a dit, tu ne me croiras pas. J'ai demandé ce qui se passait. Elle était au travail et elle avait reçu un appel. L'homme s'était nommé. Elle avait dit,
Est-ce que c'est le même Reggie Sumner qui a fréquenté l'école secondaire Garrett en 1962? Il a répondu que oui. Reggie est le premier amour de Carol. Mon Dieu, elle était comme une fillette. Elle disait que quand Reggie traversait le corridor, toutes les filles chuchotaient sur son passage. Aucun couple n'était aussi mignon et ne méritait autant d'être ensemble. Après toutes ces années, la flamme renaît. Reggie et Carol redeviennent vite amoureux. Elle avait retrouvé ses 16 ans. À leur premier rendez-vous, ils ont repris là où ils avaient laissé, dans les corridors de l'école. Ils se croisaient, se dévoraient des yeux. Ils étaient de retour en 1962. Six mois plus tard, Reggie et Carol se marient. Enfin, elle a trouvé la paix et le bonheur avec l'homme de ses rêves. Le couple heureux s'installe plus au sud, à Jacksonville, en Floride, où Reggie a une résidence secondaire. Rhonda, maintenant une jeune maman, garde régulièrement le contact par téléphone. Puis, soudain, en juillet 2005, plus personne ne répond aux appels de Rhonda. Je n'avais pas parlé à ma mère depuis plusieurs jours. C'était très étrange. Chaque fois que Rhonda appelle, elle tombe sur le répondeur. Hello, it's me. Is anybody home? Hello? Okay, call me back. Rhonda continue d'appeler, jour après jour. Hello? Hello? It's 2:45 on Sunday. I've been calling. I don't know what's going on, but please give me a call and let me know that everything's okay. Mother, answer the phone. Are you there? Reggie, pick up the phone. N'ayant pas de leurs nouvelles depuis une semaine, Rhonda se rend à Jacksonville en catastrophe. À son arrivée, elle ne voit pas la voiture de Reggie et Carol et des signes ne laissent rien présager de bon. Sa mère garde la maison propre. Pourtant, de la vaisselle sale traîne manifestement depuis des jours. Et si elle est partie en voyage, pourquoi a-t-elle laissé son téléphone portable, son sac à main et ses médicaments? Mais ce n'est pas tout. Ils n'auraient jamais laissé Mikey. Elle l'amenait partout. En voyant que ses effets personnels et que le chien était là, j'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Rhonda rapporte leur disparition aux policiers et se rend ensuite à une station de télévision locale où la mystérieuse disparition de Reggie et Carol fait rapidement la une. Family says Carol and Reggie Sumner now 4 days without life-saving medication. She's very ill, and her husband is very ill as well. So ill that family says there is no way they would have just taken off. Because everything is so just left, as is, I believe that either they were taken or lured. They were very, very trusting. We don't care who you are. We don't care anything about you. Send them home. They can't live without their medicine. Soudain, les prières de Rhonda semblent avoir été exaucées. Un couple déclarant être Reggie et Carol appelle la police et affirme être en bonne santé. My name is Reggie Sumner. I'm out of town with my wife right now. Mais l'enquête est loin d'être terminée. En réalité, elle ne fait que commencer. Ce que Rhonda et les policiers découvriront bientôt est si atroce et si terrifiant qu'ils en resteront marqués à jamais. À Jacksonville, en Floride, Rhonda Alford crée une tempête médiatique pour attirer l'attention du public. I believe that either they were taken or lured. Elle espère de tout cœur que quelqu'un sait ce qui est arrivé à sa mère, Carol, et à son beau-père, Reggie, qui manque maintenant à l'appel depuis une semaine. Rhonda commence à imaginer le pire.
J'imaginais qu'on les avait enlevés pour l'argent. Peut-être conduits jusqu'à un guichet pour retirer l'argent et qu'on les avait ensuite abandonnés dans un bois. Ils étaient quelque part, quelqu'un les détenait. Et je voulais seulement les retrouver. La vision de Rhonda devient prophétique quand les policiers découvrent que quelqu'un utilise leur carte bancaire. Des retraits ont été effectués à Jacksonville, dans le nord de la Floride, et maintenant à Charleston, en Caroline du Sud, là où ils vivaient auparavant. Le bureau du shérif de Jacksonville nous a appris qu'un couple de personnes âgées était porté disparu et que leur carte bancaire avait été utilisée dans un hôtel du coin. Les banques fournissent aux policiers les photos prises par les caméras de surveillance des guichets qui montrent un jeune homme retirant de l'argent du compte bancaire des Sumner. Cet homme n'est certainement pas Reggie Sumner. Tout ce qu'on savait, c'était que des gens qui devaient être chez eux, qui pouvaient difficilement se déplacer, étaient portés disparus. Maintenant, un homme dans la vingtaine accédait à leur compte bancaire. Les inquiétudes grandissent quand on retrouve la Lincoln Town Car des Sumner dans le comté de Baker, en Floride, à 1 heure de leur résidence de Jacksonville. Elle était garée dans un secteur isolé sur une route de terre presque au bout du chemin. La batterie avait disparu. Quand on a ouvert le coffre, on a trouvé 4 pelles et du ruban à conduit. Ça m'a porté à croire qu'on avait affaire à un acte suspect. Je m'inquiétais de l'endroit où les Sumner pouvaient se trouver et de ce qui pouvait leur être arrivé. Le dossier évolue de minute en minute et l'enquêteur Mitchum reçoit des nouvelles surprenantes. Un répartiteur m'a appelé pour me dire qu'on avait reçu un appel d'une personne disant être Reggie Sumner. L'homme permet aussi aux policiers de parler avec une femme affirmant être Carol. Le couple espère convaincre les policiers qu'ils sont sains et saufs, afin que les cartes bancaires qu'ils utilisent abondamment soient réactivées. Les policiers font immédiatement venir Rhonda pour lui faire entendre les enregistrements. Where are you at? We're in Delaware right now. And what city is that in? Corpus. Corpus, Delaware? Yes, sir. Mais il n'existe pas de Corpus dans le Delaware. Is this Carol? Yes, sir, it is. Okay, this is Detective Meacham with the Sheriff's Office. How are you doing tonight? I was sleeping. I understand. I understand that you may have some health problems. Okay, any other problems? I'm really tired right now. That's not my mom. And that's not Reggie. Fait troublant, les interlocuteurs semblent tout savoir sur le couple disparu. What kind of problems she has? Cancer Cancer? and liver. L'hépatite de Carol s'est transformée en cancer du foie et Reggie souffre d'un diabète débilitant qui doit être contrôlé avec des médicaments. Il s'est récemment fracturé une jambe et doit passer le plus clair de son temps au lit ou dans un fauteuil roulant. Ce n'étaient pas des gens qui pouvaient se déplacer facilement et disparaître longtemps sans que quelqu'un sache où ils étaient. Les enquêteurs croient que de suivre la piste de l'argent les aidera à capturer les imposteurs. J'ai appelé la coopérative de crédit et leur ai demandé de réactiver les cartes. Ainsi, si les suspects étaient dans le coin, on pourrait suivre leurs déplacements grâce aux transactions faites avec les cartes des victimes. Les policiers retracent le numéro du téléphone portable utilisé par l'homme disant être Reggie. On a découvert qu'il était inscrit sous un faux nom avec une fausse adresse. Il avait été utilisé en Caroline du Sud dans le secteur de Charleston. Un des numéros composés est celui d'une agence de location de voitures de Charleston, à qui il manque une voiture sport argentée. On a découvert que l'agence avait 2 voitures comme celle-là et que l'une d'elles n'avait pas été retournée. Sur le contrat, la voiture avait été louée à Tiffany Cole. Les policiers apprennent que Tiffany Cole était une voisine des Sumner à l'époque où ils vivaient en Caroline du Sud.
Ces derniers avaient été bons et généreux envers leurs voisines. Elle leur avait acheté un véhicule et leur avait donné une partie de l'argent, pas la totalité. Cole est une décrocheuse qui a eu une vie difficile. Son père était en prison quand sa mère célibataire de 16 ans a accouché d'elle. Puisque son père est en prison pendant une partie des années critiques de son développement, elle n'a pas eu la chance de créer un lien et d'avoir une interrelation avec une personne dont le rôle aurait dû être de la protéger et de l'aider à se frayer un chemin dans la vie. Cole est plutôt élevée par un beau-père qui aime être cruel avec elle. Si cruel qu'il lance un chiot contre un mur sous ses yeux, lui cassant le cou. Dans cette situation, elle a probablement enregistré 3 messages importants. D'abord, la violence pure et la méchanceté, le mal que les gens près de nous peuvent faire. Deuxièmement, elle a dû ressentir une grande peur. Finalement, Tiffany a peut-être compris que les gens pouvaient poser des gestes véritablement diaboliques, sans en subir les conséquences. Pendant des années, Cole déménage régulièrement entre la maison de son père et de sa mère. Jeune adolescente, elle affirme que son père l'a agressée sexuellement. Elle se tourne vers l'alcool et les drogues pour soulager sa douleur psychologique. Tiffany semble avoir une dernière chance de vivre une relation chaleureuse et aimante quand elle s'éprend d'un jeune homme qui souffre d'épilepsie. I'm sorry, it's not gonna work out. What do you mean? I'm sorry. Il lui brise le cœur et renforce sa croyance. Elle doit s'attendre à être maltraitée et abandonnée par les hommes. En mai 2005, Tiffany Cole cherche désespérément quelqu'un qui l'aimera. Soudain, elle croit avoir trouvé cette personne. Michael Jackson est également immédiatement attiré par Tiffany Cole. Ils deviennent rapidement amants et se droguent ensemble. En Michael Jackson, Tiffany a probablement trouvé quelqu'un qui parle son langage, le langage de ceux qui établissent leurs propres règles. Cole croit que ce mauvais garçon est bon pour elle. You stole my stuff. Yeah, so what? Elle a vu quelqu'un que les lois et les attentes sociales n'arrêteraient pas. C'était probablement très attirant pour elle. Michael Jackson avait un lourd passé criminel. C'était un voyou, condamné à plusieurs reprises. Il était en probation pour fraude. Sa mère était une droguée. Il a grandi chez sa grand-mère, qui a fait de son mieux pour l'élever. Pourtant, il a commencé à voler à un très jeune âge. Cole et Jackson découvrent qu'ils aiment tous les deux faire la fête. Avant longtemps, ils décident de partir en voyage, s'arrêtant à Myrtle Beach avant de redescendre vers Jacksonville pour y rejoindre le meilleur ami de Michael Jackson, Alan Wade. Le couple s'installe chez la mère de Wade. Un jour, elle se lasse de les voir constamment faire la fête et les jette à la rue. N'ayant nulle part où aller et ayant dépensé tout leur argent dans l'alcool et la drogue, Tiffany se souvient que ses anciens voisins, les Sumner, vivent tout près. It looks like they're home. Hello! Oh, Tiffany, what a great surprise! Yes, this is my boyfriend, Michael. Hi, Michael. I'm Carol. It's nice to meet you. We got kicked out of our friend's house. Oh, no. Well, then you just must stay with us. Oh, yes, Reg, you'll be so excited. Come on in.
L'enquêteur Jim Rowan cherche le frère de Tiffany Cole. C'était un homme connu du service de police local. Il avait une réputation de voyou dans le quartier. On lui a expliqué que sa sœur était peut-être dans le pétrin et impliquée dans une affaire grave, et que s'il nous cachait des preuves ou de l'information, il pourrait y avoir de grandes conséquences pour lui. Le frère de Cole révèle que Tiffany et Michael habitent dans un hôtel local. Les policiers se préparent à envahir leur chambre. Les véritables Reggie et Carol sont-ils retenus à l'intérieur? Hotel manager. En juillet 2005, des policiers de North Charleston, en Caroline du Sud, vont bientôt prendre d'assaut 2 chambres d'hôtel dans l'espoir de libérer un couple de personnes âgées qui, croient-ils, seraient prises en otage. Hotel manager. On espérait trouver les Sumner. Malheureusement, ce ne sont pas eux qu'on a trouvés. Les policiers arrêtent leur ancienne voisine, Tiffany Cole, son petit ami, Michael Jackson, et l'ami d'enfance de ce dernier, Alan Wade. Les enquêteurs voient rapidement leur implication dans la disparition des Sumner confirmée. Jackson a dans les poches la carte bancaire des Sumner. Et dans la voiture achetée par Tiffany aux Sumner se trouve une collection de monnaies de valeur appartenant à Reggie. On a trouvé des vêtements, des jeux vidéo, des ordinateurs qui semblaient avoir été achetés récemment. On a aussi trouvé dans le coffre-fort de la chambre tous les papiers d'identification et les documents bancaires des victimes. Il y a même un chèque de 8 000 $ provenant du compte conjoint du couple à l'ordre d'Alan Wade. Mais où sont les Sumner? Les enquêteurs séparent les 3 suspects et commencent les interrogatoires. Alan Wade refuse de parler. Michael Jackson et Tiffany Cole nient avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition des Sumner. Mais sous la pression intense, Cole commence à raconter ce qui est arrivé quand son petit ami et elle ont été accueillis par les Sumner. We really enjoyed it. We're lucky. We don't really have any worries. The only thing that was worrying us was selling that old house, but we just sold it, and we did pretty well. Yeah. We actually made a profit of $99,000. Wow, that's amazing. All safely tucked away in the bank. I'm so happy for you. Elle m'a dit que ça ne devait être qu'un vol pour obtenir de l'information et de l'argent. Was anybody else there? Yeah. Who? Well, Bruce. Bruce. On a donc parlé à Alan. Il ne nous a donné pratiquement aucune information, mais j'ai posé des questions de base pour savoir qui il connaissait à Jacksonville ou à McClenny, où il habitait. J'ai demandé s'il avait de la famille ou des amis là-bas. Il nous a dit que son cousin Bruce Nixon vivait là. Bruce Nixon, 18 ans, vit près de l'endroit où la voiture des Sumner a été retrouvée. Il n'a pas de dossier criminel. Les policiers en savent donc peu sur lui. Mais ils le retrouvent rapidement. Pendant l'interrogatoire, Nixon en révèle beaucoup aux enquêteurs à propos du vol. So whose idea was it? It was Mikey's. All right, guys, we have a great plan. Il dit que les 4 jeunes se sont réunis. Jackson dirigeait la rencontre. Il débordait d'idées pour enlever et terroriser les Sumner. Michael Jackson était le chef. Il était le leader. Et il avait la capacité de persuader les autres de s'unir et d'embarquer dans son plan. We also need a place where we can take them and scare the crap out of them. You're from around. What do you suggest? You're from around here. Well, come on, man. We need a place. I know a place. Where do you want to go? Tomorrow night. Let's do it. Tomorrow night? Tomorrow night. All right. Why not today? Let's do tomorrow night. Tomorrow night. We gotta plan it right.
Nixon amène le groupe dans un coin isolé de l'État voisin, la Géorgie. Là, il prévoit effrayer les Sumner en les menaçant de les enterrer vivants. Michael Jackson est indifférent et il est incapable de ressentir l'impact de ses comportements sur les autres. Il a clairement démontré à plusieurs reprises sa volonté d'enfreindre les lois et de dicter ses propres lois. Ces deux éléments sont caractéristiques des sociopathes. Ce que Cole et Wade font ensuite est capté par une caméra de surveillance. Ils achètent du ruban à conduit, des gants pour ne pas laisser d'empreintes digitales et de la pellicule en plastique de taille industrielle qu'ils pourraient utiliser pour attacher les Sumner. Bruce Nixon confirme que le rôle de Tiffany Cole était de rester en contact avec les Sumner, non pas comme une véritable amie, mais plutôt pour recueillir de l'information pour leur plan tordu. Tiffany Cole a appelé souvent chez les Sumner pour déterminer quel serait le meilleur moment pour commettre le crime. Ils ont attendu jusqu'au 8 juillet 2005. Alors, sous le couvert de la nuit, vers 22 h, ils se sont rendus à la résidence des Sumner. Des enquêteurs à la recherche d'un couple disparu de Jacksonville, en Floride, ont arrêté 4 suspects. Bruce Nixon, 18 ans, révèle qu'ils avaient l'intention de voler, d'enlever et de terroriser Reggie et Carol Sumner dans le but de soutirer le numéro d'identification personnel de leur carte bancaire. Son cousin Alan Wade et lui ont profité de la nature confiante de Carol. Hi, our car broke down and we were wondering if we could use your phone. Well, of course you can. Come on in. Here's the phone, boy. Help yourself. What are you doing? What are you doing? Shut up! Shut up! Ils avaient une arme jouet. Ils ont immédiatement attaché les Sumner. My husband's ill. You could have anything. Don't do this. You won't be needing more. What are you doing? It'll be a little dark. Just for a little bit. Hi, man. Watch him. I'm going to go watch the house. Ils ont commencé à chercher des biens dans la maison. Pendant ce temps, leur chef Michael Jackson et sa petite amie Tiffany Cole, ancienne voisine des Sumner, attendent à l'extérieur. Ils ont récemment passé la nuit chez le couple et ont appris qu'ils avaient encaissé 99 000 $ grâce à la vente d'une maison. Ils reçoivent un message texte confirmant que tout se passe comme prévu. Ils ont appelé Michael et il est venu les aider à trouver ce qu'ils cherchaient, soit les cartes bancaires et l'argent. Après avoir pris tous les biens de valeur des Sumner, le groupe se prépare à amener les victimes dans un lieu secret. Pour le couple fragile, commence un voyage terrifiant et oppressant de 40 minutes vers l'inconnu. Il devait faire plus de 35 degrés dans le coffre de la voiture. À cause de la sueur, le ruban à conduit s'est mis à glisser. En ouvrant le coffre, Bruce Nixon a vu Reggie et Carol qui s'enlaçaient. Tape came off. Put it back on now. We'll give you anything you want. Je n'ai jamais vu un crime prémédité s'en prenant à des victimes aussi vulnérables et démontrant autant de mépris pour la vie humaine. Pendant que les Sumner supplient pour qu'on les laisse vivre, Cole et Nixon attendent à côté.
Si on veut retirer 100 000 $ du compte bancaire d'une personne et qu'on le fait avec une carte bancaire, il faudra un bon moment pour vider le compte. La seule façon de mener ce crime à bien était de s'approprier l'identité des Sumner. La seule façon de s'approprier l'identité des Sumner, c'était en s'assurant qu'ils n'étaient pas là pour rapporter le crime. Give us a PIN number, or you are going to die here tonight. 516. Jackson obtient toute l'information dont il a besoin. Il se montre tout de même impitoyable et demande à Alan Wade de l'aider à enterrer les Sumner vivants. Il faut être diabolique pour poser un tel geste. C'est un couple âgé, des gens généreux. Ils n'auraient fait de mal à personne. Ils leur auraient probablement donné l'argent s'ils l'avaient demandé, mais ils ne l'ont pas fait. Ils les ont mis dans un trou et les ont enterrés vivants pour avoir leur numéro bancaire et leur argent. C'est barbare. Pour les enterrer vivants, ils devaient s'être complètement déconnectés au plan émotif de l'expérience atroce que vivaient leurs victimes et s'être concentrés sur leurs tâches en s'imaginant simplement en train de commander un repas. Je ne peux m'imaginer la terreur que les Sumner ont dû ressentir dès le début de ce drame, mais surtout quand ils sont arrivés dans ce lieu et qu'ils ont compris ce qui leur arriverait. Reggie voyait l'amour de sa vie se faire enterrer vivante. Carol voyait la même chose. Ils étaient tous les deux impuissants. Selon moi, c'est une des pires façons de mourir. Tout ce qui occupe l'esprit des meurtriers, c'est de se débarrasser des preuves et commencer à encaisser les profits de leur crime infâme. We're good. Michael Jackson affirme que Wade et Nixon étaient les meneurs et que lui agissait à titre de consultant criminel. Oh yeah, I told him he was gloves. I said, baby, make sure you had gloves on your damn hand. You know what I'm saying? That's common sense. You don't go in anybody's house, man. Even if you just pull in a burglary, you know what I'm saying? Even if nobody's home. So you told Alan and Bruce to put gloves on before they went in the house? My words were, if you're gonna use this, don't leave no fingerprints. Did Bruce or Alan have a gun? Yeah, they had a damn toy gun. Michael Jackson était le chef. Il était le chef parce qu'il contrôlait l'argent. Le capitaine de bateau de pirates ne donne pas tout l'argent à un de ses subordonnés. Michael Jackson avait la carte, il faisait les appels, c'était lui qui décidait. Le groupe abandonne la voiture des Sumner avant de se diriger vers un autre guichet automatique afin de retirer encore plus des économies des Sumner. Puis, Cole et Wade retournent chez les Sumner pour voler tout ce qu'ils peuvent trouver. Jackson donne quelques centaines de dollars à Bruce Nixon et lui dit de rentrer chez lui et de se taire. Mais les enquêteurs découvrent qu'il en est incapable. Bruce Nixon se vantait de son rôle dans ce crime et montrait l'argent. Il disait à ses amis qu'il avait un nouvel emploi et que son travail, c'était de tuer des gens. Maintenant, en détention, Bruce Nixon accepte de guider les policiers jusqu'au lieu du crime. Ce qui se passe ensuite n'a jamais été présenté à la télévision jusqu'à maintenant. Bruce Nixon, un présumé meurtrier, guide des enquêteurs de Jacksonville en Floride jusqu'à un coin isolé du comté de Charleston en Géorgie. Après une nuit de torture, c'est là, affirme Nixon, que Carol et Reggie Sumner ont été enterrés vivants. Ce qui suit est présenté pour la première fois à la télévision. Je pense que Bruce voulait bien faire. Je pense qu'il voulait se soulager de ce poids. Quand on est arrivé sur les lieux, ses genoux ont failli. Et il a dit, « Laissez-moi le dire. Laissez-moi dire ce que je sais. » Well, you sometimes end up in the wrong places at the wrong time, but and that's Bruce. You've done the right thing. You've done the right thing by all means. Bruce, is there anything else around here that they threw out that we need to be aware of? Or Died. You'll have to stay on those. I know you are. Where were you when this happened? Out at the road. You were at the road? Did you walk back here?
Huh? You had to know where this was I at. know. I told them. They said all they're going to do was scare him. The little man was put in. Ils ont d'abord mis monsieur dans le trou, et ensuite madame, derrière lui. Elle enlaçait sa taille et sa poitrine, et ils les ont recouverts. Ils ont été jetés dans un trou et enterrés alors qu'ils respiraient encore. Bruce Nixon est un peu à part des autres joueurs. C'est lui qui a coopéré le plus avec les autorités. Il pleurait et il sanglotait. Ça ne pouvait dire qu'une chose. Il lui restait une parcelle de conscience. Le lendemain, les enquêteurs viennent récupérer les corps. Plusieurs agents de plusieurs services sont venus aider à sortir les Sumner. Le site était si grand qu'ils ont commencé par pelleter jusqu'à ce qu'ils localisent les corps. Ils ont fini par faire venir une pelle rétrocaveuse. Quand ils sont arrivés au niveau où se trouvaient les Sumner, ils ont vu le ruban à conduit. Reggie était devant Carol. Ils étaient assis comme dans un bobsleigh, l'un derrière l'autre. Ils avaient brisé les liens de ses mains et lui tenaient la main. C'était troublant. Des agents d'expérience ont dit qu'il régnait un silence de mort. Personne n'a dit un mot. Et ils étaient fâchés. Très fâchés. Je suis arrivé environ au moment où ils ont pu sortir les Sumner. J'arrivais de Caroline du Sud. C'est probablement l'une des scènes les plus dures que j'ai vues. J'ai passé les 10 dernières années aux homicides. C'était à fendre le cœur. L'autopsie révèle que le couple est mort dans des souffrances atroces. On a jeté la terre une pelletée à la fois. Il y en avait d'abord à la hauteur des jambes, puis de la taille. Tandis que la terre montait à la hauteur de la cage thoracique, ils ont commencé à avoir du mal à respirer, à amener de l'air jusqu'à leurs organes. Malgré le fait qu'ils ne pouvaient pas respirer, leur bouche et leur nez étaient ouverts. Ils essayaient de respirer. Ils inhalaient la terre qui les entourait. Le pathologiste a trouvé de la terre dans les voies aériennes et l'œsophage, soit le conduit pour l'alimentation. Alors ils étaient vivants. C'est la mort la plus horrible que j'ai vue ou dont j'ai entendu parler. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Effroyable, c'est la seule façon de décrire la mort pénible qu'ont connue ces deux personnes. Michael Jackson reçoit un appel de sa grand-mère en prison. Elle lui apprend que la police sait tout. Michael, listen to me and don't say a word. You're in the newspaper, all over the newspaper, yesterday and today. For what? Murder. What? Murder. Bodies ID'd as former South Carolina couple, James and Carol Sumner. Bail was denied for 18-year-old Bruce Nixon of Florida, who was arrested and charged with murder, home invasion, robbery, and kidnapping. He took them to the grave site and everything. Oh my God, man. Are you kidding me? It's right here in today's paper. You took them to that spot? Because you showed them where the spot was at. Yes, dear. Bruce just killed us all. Les 4 suspects sont accusés des meurtres prémédités de Reggie et Carol Sumner. La priorité était de faire condamner Michael Jackson à la peine de mort. Il était le chef. Évidemment, dans le cas de 2 personnes enterrées vivantes avec préméditation, la peine capitale semblait justifiée pour les 4 suspects. On conclut une entente avec Bruce Nixon, qui a conduit les policiers sur les lieux et leur a tout raconté. Pendant le procès, le jury est forcé de regarder toutes les preuves effroyables. On pouvait lire sur leur visage l'angoisse profonde qu'ils ressentaient à devoir écouter et regarder les preuves. Ça a été très difficile pour eux de rester jusqu'au bout. Nixon est le témoin clé du procureur.
Il témoigne contre ses 3 acolytes qui sont tous accusés des 2 meurtres. Alan Wade refuse de témoigner et est reconnu coupable. Tiffany Cole avoue son rôle dans le vol, mais elle affirme qu'il n'y avait pas de complot pour meurtre. Elle pensait que le trou servirait à cacher le butin. Is Tiffany Cole on a quest like a pirate to bury treasure in the wilderness? Or is Tiffany Cole building a 6x4 grave to put people that she knows inside of it? Le jury la reconnaît également coupable. Lors de l'audience pour la détermination de la peine de Tiffany, on a indiqué qu'elle avait été agressée et avait eu une enfance difficile. Ça n'a pas ébranlé le jury. Carol Sumner et sa fille avaient aussi eu la vie difficile et n'avaient pourtant pas fait ce que Tiffany avait fait. Elle était la seule qui connaissait les Sumner. Sans elle, ce crime n'aurait pas été commis. Michael Jackson dit qu'il avait planifié le vol, mais il accuse Wade et Nixon d'avoir enterré les Sumner. Le jury apprend qu'il avait d'abord envisagé une façon plus rapide de tuer le couple. Le fait que Michael Jackson avait auparavant envisagé d'injecter à Carol et Reggie Sumner un produit pour faire croire à une surdose de médicaments montre sa volonté de calculer et de planifier un dénouement idéal pour lui, sans penser aux Sumner. Il est lui aussi reconnu coupable. Bruce Nixon écope d'une peine de 45 ans de pénitencier. Jackson, Cole et Wade reçoivent la peine capitale. S'il y a 3 personnes qui méritent d'être condamnées à mort, c'est bien Michael Jackson, Tiffany Cole et Alan Wade. La nature préméditée du crime, combinée à la souffrance et la torture inutile de 2 victimes vulnérables, appelle à la peine de mort. Étonnamment, c'est la fille de Carol, Rhonda, qui est la première à pardonner aux 4 jeunes assassins de sa mère et de son beau-père. Elle affirme que ses croyances religieuses l'ont sauvée dans les jours suivant les meurtres. J'avais de la compassion pour eux. Je ne suis pas allée dans la salle d'audience pour les regarder avec dédain ou haine. Quelqu'un qui vit dans l'amertume et loin du pardon se tue lui-même. Des années plus tard, le procureur Alan Mizrahi a reçu une lettre de Jackson dans laquelle il affirme être un homme transformé. Il a écrit « Ce n'est qu'il y a 1 semaine que Dieu m'a montré que je ne suivais pas ses commandements. » Jackson poursuit en disant qu'il abandonne ses recours en appel et qu'il affrontera la mort en temps voulu. Mais encore à ce jour, il n'avoue pas tout à fait avoir tué Reggie et Carol. Michael Jackson a fait tout en son pouvoir pour se sortir du pétrin. Il a feint d'être fou, essayer de s'échapper et changer son histoire dans le but de trouver un angle qui lui permettrait de se tirer d'affaire. C'était simplement une autre façon de se sortir de là. Le bien le plus précieux de Rhonda est une photo prise quelques semaines avant les meurtres. Une photo de son fils et de sa mère, la dernière fois qu'ils l'ont vu. Il était dans la fenêtre de la cuisine. Il a vu que grand-maman était dehors. Alors il s'est mis à frapper dans la fenêtre pour attirer son attention. Et s'est retourné, ils se sont donné un bisou à travers la fenêtre. De toutes les photos que j'ai amassées en 30 ans, c'est la plus mignonne. C'est celle qui a le plus d'importance. On ne voit pas son visage, mais ce n'est pas grave. Michael Jackson et Tiffany Cole ont vu dans l'autre une personne qui les aiderait à obtenir ce qu'ils voulaient à travers la cupidité et le crime. Ce qui en fait une si horrible alliance meurtrière, c'est qu'ils étaient prêts à atteindre des sommets de démesure aux dépens de Carol et Reggie Sumner.